Salut Franck, salut à tous. On se retrouve pour cette vidéo de rentrée après une petite coupure estivale pour faire un état des lieux de toutes les premières vidéos dont on vous a parlé, puisqu'on a parlé de pas mal de titres, de certains indices, et que par souci de transparence, comme on vous l'avait indiqué avec Franck dans certaines de ces vidéos, on voulait faire un petit point d'étape pour voir les performances des différents sujets dont on vous a présenté. Ouais, bonjour à tous. On vous a parlé on vous a parlé beaucoup d'actions, de beaucoup de thèmes. Et c'est bien de faire un petit point là, parce qu'on a commencé des vidéos en avril de l'année dernière. Et pour démarrer cette nouvelle saison, on va faire un point récap, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Parfois, il y a eu des événements qui ont expliqué une revalorisation ou une baisse des titres, ou alors juste un retour vers la valeur intrinsèque comme on avait estimé. Exactement, et peut-être qu'on peut parler de la première vidéo qu'on a fait le 10 avril, où on a parlé de plusieurs choses, notamment des small caps japonaises et d'une boîte dont on va vous parler juste après sur l'immobilier caché. Et sur les small caps japonaises, ce qui est intéressant de constater, c'est que globalement, je vais pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on a dû faire quoi, 25% sur cet indice-là. Ouais, depuis avril, bah regarde, là t'es dans le creux. Euh, Tu pars de 30%, t'as gagné peut-être 15%, 15-20%. Si tu prends le MSCI Japan Cap, Small Cap. Donc là, il faut savoir que sur le Topix ou sur le Nikkei, on est au plus haut historique, bon, à quelques jours près. Donc le marché a retrouvé les faveurs le marché japonais a retrouvé la faveur des investisseurs. Donc ça marche très bien. Faut dire que les réformes vont battre leur plein et toutes les entreprises quasiment jouent le jeu, rachat d'actions, dividendes, retour aux actionnaires et une meilleure gouvernance. Donc c'est un marché qui a encore du potentiel. Exactement, parce on en a souvent parlé, et pour les membres des DOBAS et qui sont sur le forum, évidemment, on en parle souvent, on en parlera aussi avec d'autres titres qui vont arriver juste après un petit peu dans la liste, mais c'est vrai que c'est un marché qui a été très présent, qui sera sans doute supplanté à terme par le marché coréen, on en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, mais évidemment, encore de belles opportunités par rapport à certaines actions sur lesquelles on est investi. Ensuite, dans cette vidéo-là, donc toujours le 10 avril 2025, on a parlé d'immobilier caché en disant que c'était aussi une thématique intéressante, notamment avec l'action Steph. Alors Steph, là, toi, tu avais calculé une performance de 6%. Donc c'est pas foufou, mais il faut savoir qu'avec la publication du T2 il y a quelques jours, vous pouvez l'avoir en libre accès sur le forum. On voit sur le graphe là, là début septembre, il y a une baisse, une grosse baisse du cours parce que il y a eu trois événements forts qui étaient assez négatifs, à savoir un espèce de redressement fiscal en Italie qui coûte assez cher. Il y a eu quelques frais comme ça, mais on considère que ce sont des one-shots qui sont non récurrents et qui vont pas avoir un impact de long terme sur Steph. En fait, si on retraite de cette chute, on est sur une gain largement supérieure. Mais bon, c'est comme ça, c'est la bourse. Des fois, sur des nouvelles, il y a des gros mouvements de marché. Bon, je pense que il fallait plutôt saisir cette chute pour, si on veut, sur du long terme, pour renforcer. À chacun de faire ses devoirs. Donc, Comme d'habitude, Steph, hein. De toute façon, ce qu'on vous propose, c'est des sujets sur lesquels nous, on peut être ou pas forcément, ou des pistes d'investissement. Mais il est évident qu'on n'est pas là, et on le répétera jamais assez, pour vous donner des conseils d'investissement. Et plutôt, inspirez-vous des approches qui font sens pour vous, et puis faites vos devoirs, évidemment. Ensuite, on avait le 16 avril. Pour le coup, on va revenir sur le Japon, puisqu'on en a parlé un petit peu avant, avec Nitetsu Mining, qui a eu, il me semble, une belle performance hein, sur la période. ouais, c'est pas mal parce que déjà, en fait, quand on a dévoilé cette entreprise, elle avait déjà performé, elle avait déjà presque x4 quand l'a présentée. Et depuis ce qu'on l'a présentée, elle a progressé de presque 40%. Donc là, c'est pareil, c'est une entreprise qui est bien gérée, commence à retourner du cash aux actionnaires, qui a un programme de dividendes assez conséquent, qui rachète des actions, qui a dit qu'elle rachète des actions de façon opportuniste, et puis après, comme tu es valorisé 10 fois les bénéfices, voilà, Yahoo Finance met 15, mais en fait, c'est plutôt 10 fois en moyenne. Et c'est une action aussi qui est liée aux matières premières, donc au cuivre notamment. Donc là, comme ça marche plutôt assez fort en ce moment, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Quand on l'a dévoilé, c'était plutôt pour dire, nous, on s'en est séparé enfin, Okamango dans son portefeuille modèle s'en est séparé, mais comme quoi il y avait encore 30% à prendre avril, ça fait moins de 6 mois, donc plutôt sympathique. Sans dividende et en devise. Oui, tout ce qu'on vous présente, on n'a pas fait
le parti pris de réintégrer les dividendes, même si évidemment ça ferait gagner encore un petit peu de points de pourcentage à tout ce qu'on vous a présenté. Ensuite, la prochaine vidéo, elle nous tient particulièrement à cœur, puisque ça nous a pris du temps avec Franck, non pas de la préparer, mais de faire toutes les actions activistes derrière. C'est bien sûr Kane Co. On remercie, on passe le bonjour aussi à Quentin et Aurélien qui nous ont aidés dans ces démarches-là. On le rappelle, le site improve-kane sur lequel vous voyez toutes les démarches, les échanges qu'on a pu avoir avec le management. Alors, évidemment, nous, on est présent sur le titre depuis globalement, pour certains, fin décembre, pour certains autres, début janvier. Donc, vous verrez aussi les performances quasiment year to date. Et depuis qu'on en a parlé, le 23 avril, malgré tout, le titre a pu continuer de monter un petit peu. Ouais, la Keinco, nous, quand on avait commencé à l'acquérir, enfin, on en avait commencé à en parler, c'était plutôt vers 2000 yens. Donc, tu vois que la progression, elle est plutôt de 30% parce qu'on a 2600 yens actuellement. Bon, ça a plafonné à un moment vers 2008, 2009. Bon, ouais, quand tu regardes sur un an, ça fait une belle progression. Mais je le rappelle, nous, on avait un objectif de cours qui était plutôt de l'ordre de 4000 yens. Sur les derniers communiqués, sur les derniers rapports trimestriels, il y avait une belle progression des bénéfices. Ça marche plutôt pas mal. Par contre, ce qu'on attend, c'est tout ce qu'au niveau réforme. Retours actionnaires, dividendes, rachat d'actions, plan stratégique en place. Le plan stratégique a été plus ou moins, il a été divulgué il y a pas longtemps, mais on n'a aucune avancée, on n'a aucun point là-dessus. Donc le temps que ça se mette en place, on va plutôt attendre les prochaines publications pour voir ce qu'il en est. Donc là, on est à plus 12% depuis les dernières publications, hors dividendes et en devises. Et bah, on espère tous que le management va commencer à exécuter le plan qu'il a présenté et ça devrait quand même avoir des effets assez positifs. Ouais, c'est-à-dire que les choses bougent. La question, c'est évidemment une question du timing et nous, on va rester attentifs, quitte à remettre un petit coup de cravache pour faire en sorte que potentiellement les choses avancent plus vite que prévu. Et évidemment, par souci de transparence, on continuera de vous faire un point régulier sur cette action et l'action que nous, on prend vis-à-vis du management aussi. Ensuite, on a le 30 avril. Alors, on en avait déjà parlé un tout petit peu le 10 avril en disant regardez les minières aurifères, donc les mines d'or. Et en réalité, on allait beaucoup plus loin puisqu'on en a cité deux le 30 avril. Donc, on va vous parler de ces deux-là. Dundee Precious Metals et Centerra Gold. Et donc, on va pouvoir vous dire un petit mot parce qu'on constatait que l'or était déjà le 10 avril et bien sûr le 30 avril à des niveaux très importants. On le soulignait avec Franck que ça n'avait pour nous pas grand intérêt d'avoir un actif qui n'était pas producteur de valeur, mais plutôt d'avoir des actions qui, elles, vont pouvoir générer des cash flows. Je vais peut-être t'en laisser redire un mot et après on va partager évidemment les différentes performances sur la période. Ouais, notre parti pris, c'était de dire que avec les mines d'or, on a un levier sur l'or. Donc, une fois que les coûts d'extraction, tous les coûts des mines d'or sont plus ou moins fixes si on considère que le pétrole, enfin, le coût de carburant, énergie, etc., les coûts sont assez fixes. Donc, dès qu'il y a une hausse de l'or, en fait, ça démultiplie les bénéfices des mineurs d'or. Donc, nous, on a identifié deux acteurs qui étaient intéressants pour nous, Dundee Precious Metal et Centerra Gold. Il y a beaucoup d'actualités. Bon, déjà, l'or a continué de progresser. Donc, je pense que depuis avril, l'or a progressé d'au moins 20%. Là, aujourd'hui, on est sur un record à 3600 $ l'once. Donc, ça continue à battre des records, je dirais pas tous les jours, mais c'est quasiment tous les mois. Et ces acteurs-là, ils en profitent à plein pot. Euh, Dundee Precious Metal, on a une progression de 50% et Centerra Gold de 35%. Donc aujourd'hui, c'est encore des boîtes qui sont pas très chèrement valorisées. Par contre, attention, Dundee Precious Metal, il a complètement changé de profil par rapport à ce qu'on avait présenté parce qu'à l'époque, était vraiment plein de cash. Et ce qui n'est plus le cas parce que avec l'opération en cours, il rachète une mine d'argent essentiellement en Europe de l'Est et ça va consommer toute la trésorerie. Donc changement de profil, donc plus de production à moyen terme, mais moins de sécurité avec le matelas de cash. Donc un profil un peu plus agressif par rapport à ce qu'on a présenté. Centerra Gold, par contre, toujours des rachats d'actions, toujours une trésorerie abondante. Le plan se déroule et réallocation des flux dans un autre métal, le mobile den. Donc ça permet de réallouer le cash généré par les gains sur l'extraction de l'or et la vente d'or dans un métal industriel. Donc ça, c'est pas mal. Ça permet de faire une rotation d'actifs d'un métal précieux vers un métal industriel. Donc sur une vision à long terme, ça peut être sympathique.
Et d'autant qu'on le voit sur la période, Dundee Precious Metals a pris 51%, Centerra Gold 35%. Donc on voit bien que voilà, le potentiel est peut-être plus important d'un côté que de l'autre, et en plus à jauger au regard de ce que tu décris sur la différence de profil. Ou alors pour toi, en fait, c'était plutôt par rapport au coût d'extraction qu'il faut essayer de le, le profiler. Non, bah non, ce qui m'intéresse plus, c'est sur Dundee Precious Metals, c'est que c'était son... En fait, on avait sélectionné les deux actions par rapport à la qualité de leur bilan, vraiment qui était bourré de cash, et elle leur faisait à peu près 10 fois les bénéfices, avec un niveau d'or, le niveau d'or de l'époque. Donc là, contre l'or a encore progressé largement depuis le 31 avril. Mais Dundee Precious Metal va utiliser une bonne partie de son cash pour racheter d'autres acteurs cotés principalement dans l'argent. Donc changement de profil, c'est plus du tout la même marge de sécurité. Après, c'est pas pour ça que ça va pas performer dans le futur. Si l'acquisition se réalise bien, si l'argent performe, ça peut être aussi intéressant, mais plus, à mon avis, Plus pour c'est les mêmes raisons. moins défensif que Santerra Gold qui continue à dérouler son plan, à toujours avoir du cash, à racheter des actions et à verser son petit dividende. Tu fais une super transition en parlant de sujets défensifs, puisque le 7 mai, on a fait une vidéo sur les actions antifragiles. On a parlé de 3 titres, Virtu Financial, Flow Traders et VLNC. Alors on a aussi parlé en l'occurrence d'ABC Arbitrage, mais on en parlant en disant qu'on avait été actionnaire et qu'on l'était plus nécessairement, en disant que c'était une bonne protection de marché. Donc nécessairement, aujourd'hui, comme le marché a continué de progresser et qu'on reste sur un marché haussier, c'est des titres qui n'ont pas encore, sur cette vocation-là, fait tampon, donc ils sont un petit peu en baisse. Et je vais vous partager les cours pendant que Franck en dit un petit mot. Ouais, bon, en général, là, je dirais on est flat sur ces actions, mais c'est pas forcément grave parce que c'est pas on leur demande pas de performer sur ces marchés à faible volatilité où tout se passe bien. C'est pas leur rôle. Donc en Virtu Financial, on est plutôt à moins 9% là. Récemment, ça a pas hyper bien performé. C'est pas grave, on en reparlera dans 2 3 ans s'il faut. Flow Traders, moins 12%, alors que les publications étaient pas mal. Et enfin, Ville et compagnie, plus 14% depuis qu'on a parlé en mai. Donc là, les publications étaient sympathiques, surtout sur le S1. Tradition qui fonctionne à fond. C'est la principale filiale de Ville et compagnie, la boîte suisse. Et Viel en profite. Et surtout que ça reste très faiblement valorisé. Là, on voit là, bon, 8 fois les bénéfices, 10, moi je pense que c'est plutôt 10 fois. Et c'est toujours en croissance et c'est rentable et avec des belles décotes de holding, dirigeants, fondateurs, premiers actionnaires, des rachats d'actions, du dividende. En fait, là, ce qu'on peut jouer sur Vielle et compagnie, ça peut être une sortie de la cote. Ça peut intéresser peut-être que Patrick Combe, maintenant il commence à avoir un peu de bouteille, peut-être qu'il va vouloir céder la boîte. Et il y a aussi le fait que la boîte grossit, croissance rentable. Puis petit à petit, la capi, elle commence à avoir une certaine taille et tu peux avoir une expansion des multiples. Donc tu peux jouer sur plusieurs tableaux, en sachant que tu payes vraiment pas cher cette boîte. Absolument. Ensuite, on revient sur le Japon pour vous parler du Berkshire Hathaway japonais qui continue un petit peu ses emplettes les années précédentes. Là, les performances sont pas folles. À quoi tu attribues le fait d'avoir quelque chose de relativement flat sur Hikari Tsushin? Bah, on est à 0% quasiment, bah, avec le dividende, on est à 0, je pense. Bon, ouais, c'est une boîte qui a été assez bien valorisée. C'est une boîte de fonds de portefeuille, donc tu vois, t'as quand même une volatilité qui est assez importante, là, tu vois, sur le graphe. Bon, moi, ce genre de boîte, j'en ai. Je suis prêt pour le garder plusieurs années. Bon, bien sûr, j'aurais préféré que ça progresse de plus 1% depuis qu'on en a parlé, mais là, de mai à septembre, ça fait quoi? Ça fait juste 5 mois. Juin, juillet, août, septembre, non, ça fait 4 mois. 4 mois, on peut pas non plus faire des prévisions à 4 mois. Flat sur 4 mois, pour moi, c'est pas significatif. Pourquoi est-ce que tu pourrais dire que c'est plus intéressant d'avoir une action comme Hikari Tsushin qu'un ETF japonais, par exemple? Ouais, bon, on en avait parlé, hein, la surperformance est quand même assez importante parce que eux, ils sélectionnent leurs propres titres. Ils peuvent avoir un levier avec leur endettement et des rachats d'actions et ils profitent des codes et des anomalies de marché en achetant directement les small caps les moins bien valorisés. Donc, oui, on avait vu, hein, il y a quand même beaucoup d'atouts qui favorisent le fait d'avoir Ikari en portefeuille plutôt que
L'indice, même si on voit que l'indice small, comme tu l'as dit, a mieux progressé quasiment sur la période. Bon, après, c'est pas exactement la même période, il y a 2-3 mois de décalage. Mais bon, sur du long terme, il y a des chances que ce genre d'action performe au-delà de l'indice. Ouais, absolument. Ensuite, toujours dans l'esprit couverture, on a les options LIPS, donc les puts, que j'ai pris en direct avec Franck le 25 juin 2025. Donc pour trouver la vidéo, pour voir un petit peu ce qui s'est passé sur le broker, Interactive Broker. On avait fait la démo live. Aujourd'hui, je suis à moins 6,86%. Et bon, ce qui est évidemment incohérent avec le fait que le marché continue à monter. Il faut bien se rendre compte que ces actions, c'est avant tout une protection en cas de très forte chute des marchés. Et on peut peut-être dire un mot de ce qu'on attend en termes de convexité là-dessus, Franck. Ouais, bah en fait, là, ce que tu as acheté, c'est une option de vente à découvert. Donc, avec une échéance de long terme, avec un strike très lointain, donc tu es très en dehors du marché. Donc, l'objectif, c'est pas de gagner avec cette option, c'est de rester investi et de rester investi sereinement. Tu sais que demain, s'il y a un crack, cette couverture va te permettre de récupérer pas mal de billes. Aujourd'hui, le marché japonais fonctionne très bien, donc la partie de ton portefeuille qui est investie au Japon performe et ça te permet largement de plus que compenser cette petite perte que tu as sur cette couverture qui représente, j'imagine, à 1 ou 2% de ton portefeuille. Donc tu perds 7% sur 2% de ton portefeuille et sur le reste de ton portefeuille investi au Japon, bah tu gagnes, je sais pas, peut-être 10-15%. Donc oui, tu perds sur ta couverture, mais globalement, tu es gagnant et c'est l'objectif de cette couverture, c'est de pouvoir rester investi majoritairement et d'être serein. Absolument. Et donc c'était toute l'idée de la construction un peu du portefeuille dont on vous avait parlé dans plusieurs vidéos. Et ça venait autour de l'aboutissement des réflexions de Franck autour de cette option-là. Ensuite, on en a parlé en disant ça va être probablement la continuité dans les prochaines années du marché japonais où finalement les opportunités sont en train de s'aligner avec les prérogatives finalement du Tokyo Stock Exchange. C'est évidemment le marché coréen. Alors là, on va prendre un peu un contre-exemple sur le fait que le marché est très très bien performé. Je prends un peu le parti de devancer Franck sur cette annonce, mais on va sans doute faire une vidéo où on va parler un petit peu d'une partie des actions du portefeuille de Franck pour montrer quelles ont été les performances, parce qu'elles ont été assez sympathique. Malgré tout, on vous a parlé d'une action il y a quelques temps, le 9 juillet 2025, et il s'est passé un élément de marché sur cette action. Ouais, pas de bol parce qu'on avait voulu prendre une action en exemple, moi qui me semblait bien représentatif du marché et de mon portefeuille, COE Construction. Le problème, c'est que cette entreprise de BTP coréenne, et bah, le cours est suspendu depuis maintenant un mois parce qu'il y a une suspicion de abus de biens social et de micmac avec le gouvernement. Donc apparemment, le président fondateur aurait offert à la femme de l'ancien premier ministre coréen euh, une bague une bague d'une très haute valeur pour faire nommer son gendre en tant que chef du cabinet du Premier ministre. Bon, bref, ça sent pas bon, ça mêle politique et business, et donc ça fait la une des médias coréens. Et depuis, même si les montants en jeu sont faibles, hein, c'est sur ce niveau de corruption magouille, ça peut remettre en doute toute la crédibilité, tous les contrats de cet acteur du BTP. Donc ça valait environ deux, trois fois les bénéfices et pareil deux, trois fois les free cash flow, c'était vraiment pas cher. Maintenant, a posteriori, on peut se dire bah ouais, c'est toujours facile hein, de refaire l'histoire a posteriori. Ouais, bah s'il y a magouille, forcément, on peut considérer que cette boîte, on va voir quand ça va recoter. Je pense que quand ça va recoter, est-ce que ça va être dans 2, 3 semaines, dans 2 mois, 3 mois, 6 mois, un an? Quand ça va recoter, ça va être le massacre. Je pense que tous les gérants de fonds, tous les particuliers vont vendre. Est-ce que ce sera fondamentalement une opportunité d'achat? J'en sais rien, ce serait très difficile à dire. En tout cas, à voir. Après, ça va être intéressant justement de voir comment une boîte comme ça va pouvoir réussir à rebondir ou pas. Est-ce qu'un scandale de gouvernance, de mauvaise gestion comme ça on va pouvoir repartir sur quelque chose de neutre, changer de management, faire des sessions, je sais pas. Ça va être un cas d'école un peu sympathique. Donc aussi pour dire que malgré cette déconvenue, bah, mon portefeuille courant il fonctionne assez bien. Donc pas de bol entre guillemets, mais c'est le jeu hein. Quand on prend le parti pris de sélectionner un titre, on prend forcément un risque. J'ai plein d'autres lignes en portefeuille qui fonctionnent bien. Aujourd'hui, mon portefeuille est en net de tous les frais qui sont très importants avec mon courtier qui est basé à Hong Kong. Depuis maintenant un an et demi que j'ai ouvert ce compte, je suis à 29% net de gain.
toute charge et toute taxe comprise. Donc c'est quand même finalement pas mal et on vous présentera quelques lignes pour vous montrer qu'il y a quand même des choses à faire en Corée. Les valorisations sont encore plus faibles qu'au Japon et avec les réformes en cours qui s'appellent Value Up, l'équivalent des réformes du Tokyo Stock Exchange au Japon, il y a encore pas mal de marge de progression et des gains à réaliser, je pense, sur un marché très profond où il y a 2500 actions cotées. Donc manque de peau, la seule action sur laquelle on a fait un focus, il y a eu un élément, on va dire, de fraude, et donc on sera en toute transparence à vous donner les dernières infos dès que la réouverture de la cote se fera. Maintenant, que vous soyez au courant aussi que la performance globale du portefeuille de Franck est de 29% sur une année et demie, malgré des frais qui sont, comme il l'a dit, hyper importants. Donc en fait, la leçon de tout ça, c'est évidemment la diversification. Et puis, si vous nous faites la demande en commentaire, évidemment, on vous fera sans doute une vidéo focus uniquement sur certaines des actions de ce portefeuille pour vous parler aussi un peu des ratios, du travail qui a été fait en amont derrière pour trouver ces pépites-là et vous en parler un peu plus. Ah, Je c'est crois vraiment que le signe noir, c'est vraiment pas de bol, c'est le signe noir, mais comme quoi ça existe, hein, même si voilà, et puis ça nous bon force à exemple, revenir aux basiques de diversification et de c'est les grands ça. principes qu'on glane à tort et à raison, surtout à raison. Voilà, il faut On a évidemment pris le donner. risque de vous présenter qu'une seule action, c'est un peu notre faute, et voilà. Mais bon, c'est la transparence et c'est le jeu de vous dire exactement ce qui se passe. Ensuite, on a pris le parti de vous parler de sujets qui sont un peu loin de la valeur, de manière générale, et pour vous dire plus des ressentis de marché et aussi du positionnement personnel, notamment avec Franck sur Palantir qui a shorté cette action. Donc, on va évidemment en parler, même si faut tenir compte du fait que ça fait que un mois qu'on en a parlé, puisque c'était le 6 août. Et après une vidéo sur le Bitcoin où en fait, nous on vous a donné aussi, on a eu une forme de micro-débat, et c'est vrai que c'est pas forcément le genre d'actif qu'on regarde au quotidien en tant que chasseur de décotes, mais on trouvait intéressant aussi de vous en parler. Et on vous remercie puisqu'il y a eu des échanges en commentaire passionnés. Donc ça fait partie du jeu et c'était intéressant pour nous, même si notre rôle, c'est plutôt de vous parler d'actions et d'idées autour de boîtes décotées. Donc peut-être qu'on peut dire un mot de Palantir qui a quand même un petit peu évolué depuis le 6 août. Ouais, bah moins 11%, c'est ce que tu avais noté là. Bah, après Ouais. un mois, c'est pas représentatif, mais quand on est sur des valos si importantes, ça peut faire sens. Il y a plus, enfin c'était notre ressenti, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il y a plus de potentiel à la baisse qu'à la hausse. Alors, ça peut encore prendre 20, 30, 40%, mais la gravité va reprendre la réalité. Euh, il y a des publications de résultats qui ont été bonnes, mais là oui, quand tu regardes là, les PE Délirant. futurs, waouh, les PE futurs qui sont à 150. Après, tu pars, ouais, c'est complètement fou. On est sur des multiples On en revient à dire de que chiffre d'affaires. finalement Hermès et Nvidia sont des boîtes extraordinaires, mais à des prix extraordinaires, ou en tout cas qui revenaient un peu plus à la normale qu'il y a quelques temps. En revanche, Palantir avec un PER autour de 500, on est clairement sur un effet de spéculation très très important. Ouais, après, il y a un dirigeant qui est très apprécié par les investisseurs particuliers. Et j'ai vu qu'en conférence, en fait, les conférences qu'il fait tous les trimestres, il préfère prendre euh, les questions des particuliers plutôt que des analystes financiers. Il veut pas prendre. Après, pourquoi pas son parti pris, mais il y a un petit côté un peu fanbase et gourou. Ça peut être sympa quand ça monte, mais ce côté personnalité, il y a rien de fondamental derrière et j'ai peur que il y ait beaucoup de particuliers qui s'en mordent les doigts. On verra. En tout cas, moi, c'est clair, j'ai une position, je recommande à personne de le faire, mais moi, j'ai une position de couverture, je suis short sur ce titre. Je pense que c'est l'action symbolique représentative d'un peu de tout ce qui est bulle IA, même s'il y a une transformation technologique derrière qui arrive sur tout ce qui est IA, robotique, euh, quantique, enfin toutes ces nouvelles technologies qui arrivent et qui, avec tous les espoirs qu'il y a derrière, bien sûr, il va y avoir des choses magnifiques, bien sûr, il y a des gros potentiels, mais quand on est valorisé plus de 30 fois son chiffre d'affaires, plus de 200 fois ses bénéfices, t'as aucune marge de sécurité. Donc, possible, pour moi, il y a plus de probabilité que ça baisse que ça monte à horizon un an ou deux. Bah, disons que En nous, on a une souvenir comme approche ça, un peu il y a des différente. chances qu'on Nous, se on trompe. paye la certitude des chiffres et eux payent l'incertitude de l'euphorie et de l'émotion et de la potentialité. C'est ça, moi je suis plutôt neutre au niveau sentiment, mode et tout. Enfin, je suis plutôt averse aux effets de mode, donc j'ai peut-être un biais contraire par rapport à ça.
Eh bien, tu disais tout à l'heure que quand on essaie d'acheter des décotes extrêmes et tout, c'est pas la même chose que d'essayer de valoriser le marché. Je suis d'accord avec toi, faire de la macro, valorisation de marché, c'est vrai. Mais par contre, si tu sais voir, détecter des anomalies de marché spécifiques, de décotes extrêmes, c'est un peu la symétrie quand tu vois des surcotes extrêmes. Après, c'est moins évident parce que tu as un effet de mode, tu sais pas combien de temps ça va durer, tu as des effets flux, etc. Et c'est quand même, sans dire que c'est la même chose, c'est quand même dans la philosophie et dans le raisonnement, c'est quelque chose d'assez proche. Et d'ailleurs, je sais pas si tu veux en dire un petit mot, on en parlait en off, mais je sais que tu es en train de travailler sur des ETF à levier pour justement shorter des actions à des prix d'emprunt qui sont relativement peu chers. Est-ce que c'est un peu ça que tu entends en disant ça? Oui, bah, en fait, là, t'es tellement en période d'euphorie que t'as des produits financiers, enfin la finance, surtout à Wall Street américaine, même européenne, hein. T'as des produits qui se mettent en place pour nourrir cet appétit pour le risque et pour prendre des positions. Donc aujourd'hui, t'as des ETF t'as, une- t'as, t'as beaucoup d'ETF qui arrivent sur la place qui permettent de jouer à la hausse x2 x3 une action, une seule action. Donc ça, c'est quand même inédit. Donc t'as du Nvidia, t'as du Palantir, t'as du Tesla, t'as du Meta, t'as du Apple. Donc ça permet de faire x2 x3. Ça réplique la performance journalière. Mais sur le long terme, c'est des outils en fait qui sont catastrophiques, qui où il y a beaucoup de frais. Donc des frais de financement, des frais d'achat de swap ou d'options pour faire justement ces effets de levier. Et ça s'appelle du beta sleeping et des coûts de financement plus des frais de gestion. Et en général, en fonction de la volatilité du titre sous-jacent, c'est quand même des titres techno entre guillemets et t'as une volatilité entre 30, 40 voire 50% par an. Donc c'est très difficile pour un ETF à levier. En fait, je te disais tout à l'heure, il y avait un exemple, c'était l'ETF à levier sur le Nasdaq sur une période de 3 ans. Récemment, le Nasdaq a fait plus 100% et son l'ETF x3 sur le Nasdaq sur la même période avait fait seulement plus 1% parce qu'il avait été cramé sur le Par les long frais. terme par tous ces frais plus ou moins cachés pour essayer de répliquer le levier. Donc je pense, ouais, on en parlera peut-être dans une vidéo. Je vais faire un article sur le blog, non, sur le forum plutôt, peut-être pendant mon reporting trimestriel, parce que dans ces périodes où tout semble fonctionner, où il n'y a jamais de risque, justement, c'est là où tu vas avoir des petits trucs sympathiques à faire. Bien sûr, on vous conseille rien, c'est des idées, c'est des pistes, des expériences qu'on tente, et voir s'il y a moyen de générer un peu de performance. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si ce type de sujet vous intéresse. On avait déjà parlé des stratégies long short. Alors là, c'est le prolongement un peu de cette idée, mais remanié aussi parce qu'il n'y a pas forcément de sujet de couverture. C'est plutôt de jouer des anomalies de marché. Donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et le dernier sujet, on en a parlé assez récemment. C'était le dernier sujet avant de partir en vacances. C'était le Bitcoin. C'est une vidéo qui a été assez polémique sur les retours qu'on a pu en avoir. Certains attendaient un peu de savoir quelle était notre position. On l'a joué un peu en mode débat avec Franck parce qu'on trouvait intéressant de vous donner un peu tous les points de vue. Finalement, la non-recommandation, puisqu'on vous a fait aucune recommandation, c'était de dire que si certains voulaient avoir du Bitcoin, c'était pas forcément en termes d'asymétrie, risque, rendement, pas déconnant d'avoir 1 ou 2%, mais qu'à titre personnel, c'était pas quelque chose qu'on jouait. Et je pense que Franck a pas mal insisté sur le changement narratif du Bitcoin qui posait un problème en termes finalement de création de confiance, qui est un peu le socle d'une monnaie et d'une valeur refuge, qui était du coup très différente de l'or. Et c'est vrai que toi, tu as un regard particulier, puisqu'aujourd'hui, tu utilises le Bitcoin comme un indicateur sur des boîtes qui utilisent le Bitcoin en tant que trésorerie. Si tu veux peut-être en redire un mot. Ouais, bah maintenant t'as une émergence impressionnante de tout ce qui est Bitcoin Treasury Companies, donc les boîtes qui changent leur modèle, arrêtent leur activité opérationnelle pour juste détenir des Bitcoins, émettre des actions, émettre de la dette pour acheter du Bitcoin. Donc il faut savoir en 2024-2025, surtout en début d'année là 2025, t'avais des boîtes qui possédaient des Bitcoins et leur valorisation boursière était 5, 6, 7 fois supérieure à la valorisation du Bitcoin détenu. Je pense notamment à Metaplanet, qui est un peu l'équivalent de stratégie maintenant américain très connu de Michael Saylor, et au niveau japonais. Donc Metaplanet en mai-juin 2025 était valorisé 8 fois ses actifs en Bitcoin. Donc il y avait une grosse décorrélation il y avait une prime de 700%. Et depuis ce clos de marché, l'action a été divisée par 3. Et maintenant, la prime
la prime de Metaplanet par rapport à ses versions Bitcoin est de seulement environ 50%. Donc tu vois que les investisseurs ne veulent plus en fait payer pour cette prime, ou alors c'est l'effet aussi conjoint des dilutions à gogo, parce qu'ils émettent des actions pour acheter des Bitcoins et les détenir ad vitam aeternam. Donc c'est aussi un bon indicateur d'appétit pour le risque des investisseurs. Ils arrêtent d'acheter tout et n'importe quoi à n'importe quel prix. Donc je pense que cette prime d'ailleurs devrait passer négative. Il n'y a aucune raison d'avoir une prime sur ce genre de titre. Bien sûr, il y a du levier à terme, parce que tu penses que ça va toujours grimper. Mais je pense que la prime va devenir négative à horizon. Est-ce que c'est 1 an ou 2 ans, on verra. Mais historiquement, il y a jamais de prime. Si toi t'achètes avec ta boîte 100 millions en or, il n'y a aucune raison que le marché, si t'as aucune activité opérationnelle, t'as que des frais, il n'y a aucune raison que le marché te valorise 120 millions, 200 millions, 300 millions. Donc pourquoi ça serait différent avec le Bitcoin? Donc ouais, j'ai gagné un petit peu d'argent là-dessus, donc sympathique. Justement, Détenir parce des que bitcoins tu en et as parlé sur le forum, est-ce que tu veux parler un petit peu des performances que tu as pu avoir sur sur ce titre? ouais, mais ta planète, c'est assez marrant parce que j'ai fait 2 opérations à chaque fois. Je dis ouais, la prime est trop importante, 200, 300%, c'est trop. Je jouais une prime de 100%, ça suffit. Et donc j'ai gagné une première fois en un mois 20% en shortant le titre. Et pareil, je l'ai refait récemment et pareil, j'ai gagné 20% en un mois en septembre. Et à savoir que j'étais en exposition neutre, comme on dit, market neutral, mais parce que j'avais en face des bitcoins avec un ETF, donc je voulais pas jouer je voulais pas jouer la direction de bitcoin. Ce que je voulais jouer, c'est juste la réduction de la prime. Donc ça a fonctionné, je suis content. Ça a fonctionné au-delà des espérances parce que gagner 20% en un mois, c'est pas du tout ce que je vise, hein. Moi, là, c'était un peu 20% en un mois sur 2 mois consécutifs. Donc génial. Dommage que la ligne était aussi petite, mais bon, ça c'est le jeu. Si c'était à refaire, bien sûr, je mettrais beaucoup plus, mais ça, on ne le sait pas a priori. Exactement, et c'est un peu, ça correspond à la stratégie Longchamp dont on avait déjà parlé, puisque en étant market neutral, tu as voulu profiter d'une anomalie finalement de valorisation d'un côté en te neutralisant de l'autre. C'est ça. Après, je savais pas que la prime, elle allait se réduire aussi rapidement. Parce que comme t'es parti de 400% de prime, qu'est-ce qui t'empêche d'aller à 900%? Bon, là, le marché, les investisseurs sont plutôt moins euphoriques et moins acheteurs. Tant mieux. Ça a bien fonctionné pour moi, plus rapidement qu'espéré. Ça marche aussi des fois dans le bon sens, heureusement. Absolument. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde pour le reste des prochaines vidéos. On vous en a parlé, on va parler plus précisément de Corée, sans doute dans les prochaines vidéos. Aussi de cette idée autour des ETF à levier qui peut être intéressante et qui est plutôt en mode exploratoire aujourd'hui, mais qui laisse supposer qu'il peut y avoir des choses intéressantes d'anomalies de marché d'un autre côté. Donc on regardera tout ça de près et évidemment on refera un point en quelques mois au fur et à mesure des différentes autres vidéos pour voir un peu comment évoluer les titres sur lesquels on est présent et ce qu'on a pu identifier comme pistes intéressantes. Super. À très bientôt, salut! Merci César, ciao.